qu'on aura un bon filet de pêcheurs qui va pouvoir les ramener toutes, le plus tôt possible, au bon port. Madame Majda Moumni, à toi la parole pour présenter les recommandations. Mesdames et messieurs, bonjour. Ça fait vraiment plaisir de vous voir aussi nombreux aujourd'hui autour de cette thématique passionnante et qui nous concerne, et également nos enfants. Donc, à travers une planification urbaine durable, nous avons eu l'honneur et le grand plaisir d'accueillir plus d'une centaine de participants hier et une vingtaine d'experts dans 4 ateliers. Donc, pour rappel, je vais passer rapidement les thématiques des 4 ateliers et nous remercions les experts qui nous ont partagé les différentes recommandations ainsi que les débats qui ont été animés. Donc, tout d'abord, le premier atelier portant sur la planification urbaine, notamment le re-engineering du processus et de la gouvernance. Un deuxième atelier qui porte sur la planification urbaine et l'inclusion socio-économique et le bien-être, élément très important en effet. Troisième atelier qui porte sur les défis de la mobilité intégrés au sein de la planification urbaine. Et le quatrième qui prend en compte les enjeux de la durabilité, notamment le changement climatique, l'environnement et l'énergie dans la planification urbaine durable de demain. Nous avons travaillé hier sur la synthèse des recommandations qui ont été remontées au sein des 4 ateliers et pour vous permettre d'avoir une image globale, nous pouvons les synthétiser sur 4 axes clés. Donc, le premier relève de la stratégie de développement de la ville de demain. Également, le fait de pouvoir opérationnaliser cette stratégie à travers des processus et une gestion de l'urbanisme. Enfin, appuyer ce cadre-là de stratégie et d'opérationnalisation par un cadre juridique et une gouvernance pouvant les porter au mieux. Et enfin, impliquer également la société civile et la mobiliser à avoir des dispositifs d'écoute et de concertation. Également, en appui à ces 4 axes clés, nous avons remonté des recommandations assez importantes relatives au financement, au développement des compétences et de la data. Donc, nous allons aborder la vingtaine de recommandations qui a été partagée selon le schéma précédent. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne la stratégie de développement de la ville de demain, nous vivons tous aujourd'hui dans un contexte en changement et nous ne pouvons pas passer sous silence les changements climatiques que nous vivons. La rareté des ressources, notamment les terrains agricoles, l'eau, le foncier, les enjeux de la mobilité qui sont en train de changer et de migrer vers une mobilité électrique, une mobilité autonome, partagée, connectée. Et tous ces 3 axes clés devraient faire partie d'une vision et être intégrés dans une nouvelle approche d'une planification urbaine à jour de ces grands enjeux du XXIe siècle. Également, la planification urbaine moderne et cette nouvelle approche de cette planification urbaine durable devrait être l'occasion de revoir certains principes que nous avons adoptés par le passé et afin de renforcer la durabilité de nos villes, dont notamment la levée du tabou de la hauteur, afin de limiter le développement en transversal des villes, et également, et surtout, le fait de penser nos villes en mettant le citoyen au cœur de toute notre réflexion et de notre approche. Donc, notamment, le fait d'avoir une inclusion, une accessibilité, une mixité socio-économique pour permettre l'accès à tous les citoyens à des services de qualité et tenant compte des spécificités des différentes populations, qu'ils soient enfants, adolescents, personnes âgées, personnes à mobilité réduite, la sécurité des espaces publics pour les femmes et pour l'ensemble des citoyens. Donc, à partir de cette approche, de cette réflexion, de cette vision, nous pouvons également recommander à ce que certaines mesures puissent être implémentées dans la stratégie de développement durable de nos villes, donc notamment le fait de renforcer le développement de villes intermédiaires et en fait de pouvoir les doter davantage de services et d'équipements qui augmenteraient leur attractivité et qui limiteraient que les grandes villes soient plutôt bien condensées. Également,
nous pouvons nous inspirer de notre histoire et donc du concept des médinas qui peuvent être très inspirantes en termes de performance énergétique, de mobilité, d'accessibilité aux services, de durabilité, de sociabilité, et donc intégrer ces concepts-là sur lesquels nos ancêtres, dans lesquels nos ancêtres ont vécu, pour les intégrer dans les concepts de villes nouvelles, modernes et durables. Et également, hier, nous avons eu le plaisir de partage de benchmarks locaux et d'expériences réussies dont nous pouvons être très fiers. Par exemple, l'intégration des activités de planification durable au sein de la ville de Oujda. Citer également l'exemple de la ville de Ben Guerir. Et donc, à partir du partage de ces expériences marocaines, locales réussies, entre les différents territoires, ça pourrait renforcer l'implémentation et l'intégration au sein d'autres territoires, et également, bien sûr, apprendre des autres expériences un peu moins réussies. Également, le fait de pouvoir s'inspirer des benchmarks internationaux à la pointe des connaissances. Donc, bien sûr, l'opérationnalisation a été, on va dire, le nerf de la guerre aujourd'hui et a été cité comme un élément très important pour allier entre ce temps long et ce temps court. Parmi les recommandations qui ont été recommandées, c'est tout d'abord cette revue, cette actualisation qui est périodique des documents d'urbanisme et également d'avoir des processus de remontée de terrain fiables et actualisés qui sont injectés dans cette réactualisation pour qu'on soit toujours à la page des connaissances et d'une ville moderne. Également le fait de refocaliser les efforts des agences urbaines non seulement sur les dossiers qui sont opérationnels, mais garder en vue tout ce qui relève de la prospective et des projets structurants, notamment en vue des grands défis que nous avons partagés auparavant. Et enfin, le fait de pouvoir sécuriser la réalisation des infrastructures communes, telles que la santé, l'éducation, les espaces verts, la culture, etc., par le biais de mécanismes réussis tels que les SDL, les PPP et notamment les GIE. Nous avons bien sûr d'un cadre de gouvernance et d'un cadre juridique qui pourront renforcer et porter toutes ces initiatives. Donc j'en cite notamment l'une des recommandations, c'est la création d'une instance nationale qui pourra être en charge d'avoir cette vision globale, notamment de pouvoir identifier des orientations stratégiques d'un point de vue urbanisation durable et sa planification, le fait de proposer des normes et des réglementations, mais également d'évaluer les documents d'urbanisme dans une vision harmonisée. La création de cette instance va encore davantage renforcer le rôle des instances régionales et renforcer leur subsidiarité et leur déconcentration, et donc ainsi renforcer leur autonomie. Donc tout ça a besoin d'être appuyé par un cadre juridique souple et qui permettra une évolution dynamique de la planification urbaine des territoires. Et comme 11e recommandation, à l'ère du digital, nous avons bien sûr besoin de l'intégrer dans notre prospective de planification urbaine et son opérationnalisation, et donc de connecter les différentes parties prenantes pour renforcer leur collaboration, mais également renforcer leur coordination par la mise en place de passerelles entre les différents documents de planification territoriale. L'une des remontées assez intéressantes également de nos ateliers a été d'insister sur la mobilisation et les dispositifs d'écoute de notre société civile, parce que nous sommes tous concernés. Donc tout d'abord, le fait de pouvoir mettre en place un conseil auprès des communes qui pourra être composé de scientifiques, de sociologues, d'urbanistes, d'anthropologues et des différents corps de métier qui pourront partager des recommandations à la pointe des connaissances et bien sûr de manière bénévole et concertative auprès des régions et des communes pour appuyer l'intégration des éléments de développement durable
dans le développement territorial. Également, parmi les recommandations partagées, est le fait de pouvoir sensibiliser nos citoyens sur de nouvelles pratiques durables grâce aux médias et aux réseaux sociaux, et le fait de pouvoir partager cette vision et les sensibiliser à ces éléments pourra aussi avoir vocation de les impliquer sur le terrain grâce à des unités relais au sein des quartiers. Nous avons parlé également de 3 leviers clés qui pourront appuyer ces différentes recommandations et ces 4 axes précédents. Sur le plan du levier financier, tout d'abord, le fait de promouvoir le partenariat public-privé comme un outil de financement pour accélérer la réalisation des infrastructures publiques. Également, le fait de pouvoir innover dans la gestion du foncier partagé à travers un mécanisme de titrisation innovant, notamment le fait de créer des instruments juridiques financiers pour regrouper les droits fonciers des propriétaires d'une zone urbanisable. Ces entités pourraient être cotées sur un compartiment dédié sur le marché boursier et permettre aux propriétaires de bénéficier d'une liquidité et d'une valorisation de leurs droits fonciers en fonction de l'évolution de l'urbanisation de la zone. Également, appuyer le financement des nouveaux projets urbains avec des mécanismes de finances durables, de finances vertes, et soit l'octroi d'aide ou la taxation pour renforcer le degré d'intégration de la durabilité dans les projets urbains. Également, d'un point de vue taxe carbone, le fait de pouvoir implémenter progressivement soit une rémunération ou une taxation carbone grâce auprès des institutions pour tenir compte de la stratégie RSE des entreprises et des organisations, et notamment leur impact environnementaux positifs. Tout ceci a besoin d'un levier phare qui sont les compétences. Donc là-dessus, tout d'abord, le fait de renforcer les compétences des élus et de l'administration territoriale en matière de planification urbaine au niveau des connaissances les plus actualisées aujourd'hui et d'un point de vue développement durable. Également, nous avons besoin d'encourager nos jeunes et de les inciter à s'intéresser à ces thématiques à travers la promotion de la formation initiale et de la formation continue dans les métiers de la planification urbaine durable. Également, bien sûr, à l'ère du data et du digital, il a été remonté l'importance de pouvoir développer une intelligence territoriale effective permettant de mettre en place des dispositifs d'observation, également des dispositifs de collecte de données terrain et le fait de pouvoir les partager avec la société civile et le grand public pour les impliquer et les inciter à suivre ces thématiques. Et enfin, le fait de pouvoir renforcer l'implémentation des objectifs de développement durable des territoires par la mise en place d'indicateurs urbains durables qu'on pourra suivre à un niveau annuel, que ce soit au niveau national ou au niveau territorial. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute de ces différentes recommandations. Elles sont bien sûr un résumé synthétique des échanges qui ont eu hier dans les 4 ateliers. Nous pourrons et nous aurons le grand plaisir de vous partager ces différentes recommandations de manière plus exhaustive au sein du livre blanc qui sera partagé sur le site web de l'association. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Majda Moumni. Donc, 2022, 22 recommandations. En tout cas, sachez que tout cela sera développé plus en détail avec des déclinaisons en mesure, avec aussi quelques wordings qui seront